nomme Denis Boissier, je suis écrivain, auteur dramatique et chercheur. Et je dirige sous l'égide de l'Association cornélienne de France le site corneillemolière.org, qui est, si l'on peut dire, le site officiel de l'affaire Corneille-Molière. Il faut peut-être dire quelques mots de l'affaire Corneille-Molière. En 1919, Pierre Louise, qui est écrivain, poète, érudit, qui est le conseiller technique d'André Gide, de Paul Valéry, découvre, en lisant Molière qu'il connaissait relativement peu, qu'il y a des ressemblances extraordinaires entre le style de Molière, qui est un comédien, et celui de Pierre Corneille, qu'il connaît lui par contre très bien. Il va passer plusieurs années, en fait 6 années intenses, à étudier toutes les ressemblances stylistiques. Et une fois arrivé à une conclusion qui est celle-ci, Pierre Corneille a servi de nègre à Molière, il a essayé de voir si au XVIIe siècle c'était plausible comme thèse. Il en est arrivé à la conclusion que Molière a servi de prête-nom à Pierre Corneille. Voilà donc l'affaire Corneille-Molière. Elle a été ensuite reprise par d'autres, dont moi aujourd'hui. Bien, vous vous êtes présenté, je me présente à mon tour, Jacques Rougeau. Je suis professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, et à ce titre, je me demande si je ne dois pas exprimer à M. Boissier ma compassion à la pensée qu'il se trouve à quelques dizaines de centimètres d'un Sorbonnard. Sorbonnard émérite, d'accord, mais Sorbonnard un jour, Sorbonnard toujours, hein, comme on dit. Et alors, vu l'image que vous avez de la Sorbonne dans votre livre, eh bien, j'imagine que les Sorbonnards ne doivent pas être très haut dans votre estime. Parce que la Sorbonne, c'est une espèce de monstre, presque de pieuvre, dont on voit l'action néfaste un peu partout. Hein, la Sorbonne revient toujours. Et justement, puisqu'il s'agit d'un débat, maintenant j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous entendez par la Sorbonne. Vous voyez, souvent, l'expression se trouve dans votre texte. Qu'est-ce que c'est que la Sorbonne pour vous? Ben, la première chose, la Sorbonne, oui, voilà, puis la première chose, la Sorbonne est quand même l'organisme qui, au XVIIe siècle, a condamné Molière. Et c'est amusant de voir comment les mentalités évoluent, car la Sorbonne, qui était l'ennemi numéro 1 de Molière, ou plutôt qui jugeait que Molière était son ennemi numéro 1, est aujourd'hui la première à lui tresser des couronnes. Sinon, pour nous, qui sommes des cornéliens et non pas des cornélistes ou des moliéristes, la Sorbonne, c'est cette institution qui, bénéficiant de tous les avantages de l'institution nationale républicaine, permet à leurs membres d'avoir la possibilité de tout dire ce qu'ils veulent sur Molière et qui ne laisse pas les autres s'exprimer. Car le système des thèses, le système des éditions et des éditeurs fait qu'un homme qui est de la Sorbonne a tout naturellement sa place dans l'édition universitaire, alors qu'un chercheur qui peut passer toute sa vie à chercher se trouvera désemparé face à un éditeur qui lui dira « Vous ne faites pas partie du clan de la Sorbonne ». Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous m'avez parlé d'une action néfaste de la Sorbonne, mais qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de gens, c'est une université, c'est un groupe de pression, ça se compose de quelques-uns. Quand est-ce que ça a commencé? Ça existe toujours? Des questions simples comme celle-ci, c'est ce que je vous demande. Oui, je ne vous l'ai pas répondu parce que je croyais que le sujet était l'affaire Corneille. Oui, mais et non pas les origines ou le devenir de la Sorbonne. Non, la Sorbonne, c'est simplement un cénacle intellectuel où il y a quand même les petits princes et les petits suiveurs, et où lorsque un homme de la Sorbonne de Paris IV, puisque c'est aussi le lieu très précis, dit quelque chose, ça devient une sorte de diktat et on n'ose pas évoluer. On n'ose pas dire non. Et les élèves de ces professeurs-là, qui sont bien gentils, suivent comme une meute ou comme un troupeau bien gentiment, ou parfois un peu en colère, mais en fait, à l'arrivée, c'est quand même un examen, une thèse, et nous avons parmi nous quelqu'un qui a fait une thèse sur Molière, et lorsqu'il a voulu obtenir son doctorat, qu'il a obtenu quand même, il a reçu comme ordre d'enlever tout ce qui, dans sa thèse, faisait allusion au rapport entre Corneille et Molière. Bon, cet homme-là, évidemment, pour avoir sa thèse, a été obligé de tempérer, mais plus tard, il nous dit encore aujourd'hui, puisque ça l'a marqué, que c'est quand même dommage en France que finalement, il y ait une sorte de mentalité unique qui est soit celle de la Sorbonne et qui est la même qu'au XVIIe siècle, à part qu'au lieu d'être dans la théologie, nous faisons maintenant, enfin vous faites maintenant, dans la littérature, mais une littérature consensuelle et surtout homologuée par l'État. Et ça, c'est dommage. Eh bien, je peux vous dire qu'il s'agit quand même d'une vision assez fantasmatique. Je peux vous le dire parce que j'étais dedans jusqu'à une date très récente.
il n'y a pas d'entité Sorbonne. D'abord, il y a même 3 universités qui portent le nom de Sorbonne dans leur nom. Et je vous assure qu'il n'y a pas du tout une espèce de groupe homogène, et à plus forte raison qui serait un groupe de pression, et à plus forte raison qui serait braqué sur la question de Molière et de Corneille. Mais je m'arrête là parce que, comme vous l'avez dit très justement il y a un instant, la question c'est Corneille-Molière, c'est pas Sorbonne. Et juste pour terminer avec cette question-là, qui tout de même a son importance, vous dites que vous êtes de la Sorbonne et vous êtes un professeur émérite. Je vous pose la question, avez-vous lu très attentivement un seul livre de la thèse des Cornéliens? Qu'est-ce que Les Cornéliens, c'est-à-dire ceux qui défendent la thèse de Pierre-Louise, comme quoi Molière fut le prête-nom et le bouffon. Ne serait-ce que le vôtre. Oui, oui, mais pas le mien. Et vous allez, autrement, j'ai lu des articles, effectivement, des comptes rendus, choses comme ça. Voilà, je pensais qu'un professeur émérite ne se contentait pas d'articles, mais lisait les livres à fond. Il y a quand même une dizaine de livres je crois que vous ne sachiez pas ce que c'est qu'un professeur émérite. Un professeur émérite, c'est simplement un professeur à la retraite. Donc il n'est pas plus émérite qu'un autre. Oui, d'accord, mais avant d'être émérite, vous étiez professeur, et l'affaire Corneille-Molière date depuis 1900. Oui, mais il y a aussi d'autres questions. Je vous donne la parole, M. Rougeau. Non, mais je ne prétends pas être une sorte de moliériste spécialisé. Donc si j'étais obligé de lire tout ce qui se publie sur tous les sujets, il faudrait que je réclame à Dieu le Père une sacrée rallonge pour la durée de ma vie. Mais j'estime que justement, en ayant lu ce qui me semble être, et la plume à la main, comme vous le verrez, ce qui est sans doute la synthèse la plus aboutie de cette thèse, eh bien, je crois que j'ai bien fait mon devoir. Et oui, précisément, vous avez sous les yeux un ouvrage qui date de 2004. Or, depuis, j'ai écrit une thèse de plus de 1000 pages, qui fait référence à près de 800 ouvrages, avec plus de 2000 citations référencées à la page, et cet ouvrage-là n'arrive pas à trouver d'éditeur. Pourquoi? Des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, surtout chez les Cornéliens, malheureusement. Voilà, donc ce n'est pas l'ouvrage le plus récent, loin de là, c'est même honnêtement le plus ancien. Donc depuis, nous avons un site qui fait près de 1000 pages, où nous avons beaucoup avancé dans nos recherches, puisque nous avons eu la chance que quelques historiens se joignent à nous, et même 2 moliéristes, qui ne veulent pas d'ailleurs être connus en tant que tels et qui sont obligés de travailler sous des pseudonymes. Voilà ce que c'est aussi un peu l'esprit Sorbonne. Peut-être. Mais admettons que ce soit des fantasmes. Oui, ce sont des fantasmes. D'ailleurs, vous vous présentez vous-même un peu comme un chevalier blanc qui est obligé presque de se dissimuler, de dire qu'il va être attaqué, etc. Écoutez, ne dramatisons pas ce genre de choses, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est le signe peut-être d'une certaine forme d'esprit dont je ne suis pas sûr qu'elle convienne exactement à des recherches objectives. Donc, cessons de parler de la Sorbonne et de nous, et parlons de l'affaire Corneille-Molière. Selon nous, Corneille-Molière se résume ainsi. Au XVIIe siècle, il y avait une notion très très importante que les moliéristes généralement occultent, c'est la notion de prête-nom. Et surtout de comédien-auteur, comédien-poète, comme l'on disait. En fait, tous les comédiens, qui étaient souvent de basse extraction, ont servi de prête-nom à des auteurs dès qu'il s'agissait de satire ou de comédie ou de farce qui, à l'époque, ne représentaient pas quelque chose de profitable, mais au contraire, évidemment, tendaient vers la littérature dite obscène, qui ne devait pas se montrer. Ce qui fait que tous les auteurs de talent qui voulaient exprimer leurs sentiments ou leurs sensations ou leurs expressions personnelles, c'est-à-dire leur philosophie, étaient obligés d'en référer à des comédiens prête-nom pour pouvoir s'exprimer. Et nous pensons que Molière étant à l'origine, et pendant toute sa carrière s'étant montré comédien, directeur de troupe, a joué comme tous ses confrères ce rôle-là. Et comme Corneille était un auteur glorieux, qu'il ne pouvait plus, en raison même de sa gloire, s'exprimer comme il voulait, qu'il avait dû abandonner la comédie parce que la tragédie était évidemment quelque chose de beaucoup plus honorifique, a été forcé, parce qu'il connaissait très bien Jean-Baptiste Poquelin depuis de longues dates, depuis 1643 et surtout 1658, de passer par lui pour exprimer certains sentiments, puisque c'était quand même, et ça les moliéristes généralement l'oublient, un basochier, donc quelqu'un qui était habitué à jouer de la satire, de la sottise, et qui avait l'habitude de dire ce qu'il pensait. Il ne pouvait plus à cette époque-là. Voilà pourquoi, petit à petit, Jean-Baptiste Poquelin est rentré dans sa vie. Vous avez parlé de généralité, je ne sais pas si ce que vous dites était si courant que cela, mais
nous n'allons pas en trancher aujourd'hui parce que 9 comédies sur 11, d'après les statistiques, sont dues à des prête-noms, c'est-à-dire des comédiens qui ont signé et qui ne savaient parfois même pas signer leur nom. je ne sais pas, je n'ai pas vu ce point tout à fait particulier, mais ce qui est... Nous, oui. Oui, mais tant mieux pour vous. Mais ce qui est important, c'est la question précise qui nous préoccupe. Même s'il y avait 99 sur 100, si c'est le 100e cas, ça n'aurait pas d'importance. Et alors moi, je présenterai ce que vous appelez l'affaire Molière sous un autre angle, qui est celui-ci. Il existe certes dans le domaine de l'histoire littéraire des énigmes. J'en citerai une parce qu'elle est très simple et que je la connais bien. C'est celle des lettres portugaises. De Guirac. Justement. Prétendument, oui. De Guirac. Justement, j'y insiste. L'affaire est extrêmement simple à exposer, hein, et courte. En 1669, paraît un petit bouquin, un petit ouvrage, qui se présente comme, qui est présenté par le libraire comme la traduction française de 5 lettres écrites par une pauvre religieuse dans un couvent du Portugal, séduite et abandonnée par un officier français à l'occasion d'une expédition militaire française. Et tout de suite, il y a eu effectivement 2 thèses qui se sont affrontées. Les uns ont cru ce qu'on leur disait de cette façon-là, d'autres n'y ont pas cru et ont dit, en fait, c'est effectivement une supercherie, c'est un écrivain français, alors certains mettaient un nom, d'autres pas, mais c'est un écrivain français qui a écrit cela directement, et en somme, c'est un peu le premier véritable roman épistolaire de la littérature française. Voilà une énigme. Et j'estime qu'elle est tranchée maintenant, si vous prenez à peu près tous les ouvrages, les dictionnaires de littérature, les manuels de littérature, etc., en général, on dit les lettres portugaises de Guirac, et j'ai le grand plaisir de ne pas y être pour rien. Voilà quelque chose de clair net. Tandis que dans le cas de Corneille et de Molière, il y a une différence tout à fait essentielle. C'est que cette prétendue affaire est née en 1919, je crois, c'est ça ? 1919. En 1919. Octobre. C'est-à-dire que pendant à peu près 2 siècles et demi, personne, je dis bien personne, n'a émis l'hypothèse qui a été ensuite émise par Pierre-Louis. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même... Allez-y, oui. Je vous coupe juste pour corriger une petite erreur. Pierre-Louis n'est pas le premier à avoir eu cette certitude-là. Avant lui, un professeur de Périgueux enseignait à ses élèves que Corneille était l'auteur des pièces de Molière. Et bien avant lui, en 1860, Charles-Louis Livet avait écrit « Je pense que bientôt, on prêtera à Molière... » Attendez que je me souvienne de la citation. « On prêtera à Molière l'idée qu'il a servi de prête-nom à divers auteurs, notamment Corneille. » Pour qu'un homme comme lui, qui était un grand moliériste, en vint à supposer, alors même que personne ne le lui demandait, que Molière aurait pu servir effectivement de prête-nom, on pourrait risquer d'amener à penser qu'il a servi de prête-nom, ça vous montre déjà en fait que l'idée de prête-nom était quelque chose de bien connu, et effectivement, bon, c'est Pierre-Louis. Mais Pierre-Louis a une qualité que vous oubliez dans cette affaire, c'est qu'il n'était pas universitaire, il était poète. Il avait passé toute sa vie à étudier les alexandrins, toutes les techniques, depuis Chénier, en passant par Victor Hugo, et il savait très très bien reconnaître du Corneille, parce que d'abord il en était amoureux fou en tant que poète, et ensuite parce qu'il s'était fait une gloire de pouvoir expliquer tous les vers de Corneille. Et le fait de les retrouver chez Molière, évidemment, lui a paru presque une aberration, puisqu'on savait d'avance que Molière n'avait pas eu une formation, une rhétorique d'écriture digne de celle de Corneille, et surtout assimilable à celle de Corneille. Donc évidemment, c'est nouveau, mais ouais, toute chose est nouvelle jusqu'au jour où on l'a dit. Donc on l'a dit en 1919 ou en 1863 ou à d'autres dates, le problème n'est pas là. C'est qu'à l'époque, Molière servait de bouffon du roi au roi, Louis XIV, et qu'il n'était absolument pas question qu'on en parle là. Depuis, à l'époque de Voltaire, Molière est devenu une sorte de parangon de l'esprit pourfendeur anticlérical, et jusqu'à la Troisième République, où Molière est devenu carrément l'esprit national, l'esprit français, il n'était absolument pas question que les officiels de la Sorbonne et d'ailleurs remettent en cause ce présupposé
carrément dogme national. Voilà pourquoi il a fallu un pauvre poète, conseiller technique d'André Gide et Paul Valéry, je le rappelle, ce n'est pas rien, et même de Claude Debussy pour la musique. Il a fallu un pauvre homme en dehors des circuits officiels qui osa dire un jour, ben oui, le chat est un chat, il faut l'appeler de son nom. J'ai souri pendant tout ce que vous disiez, parce que déjà, j'ai oublié une qualité de Pierre-Louis, c'est qu'il n'est pas universitaire. Bon, c'est une qualité dans votre esprit, dans le mien. Disons qu'il n'avait plus de fierté à être poète et auteur. Ben, tant mieux pour lui, mais enfin, si, à ce compte-là, si on se met à exclure les gens selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, on a un raisonnement quand même curieusement orienté, et déjà très orienté. Bien sûr, ce que je veux dire simplement, c'est que lorsqu'on fait partie d'une institution, on a tendance à refléter l'esprit de cette institution. À condition qu'il y ait un esprit particulier sur une question de cette institution. Mais Molière était, vous savez très bien que la Troisième République s'est faite sous le nom de Molière. Oui, mais je ne suis pas à la Troisième République. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait peut-être un cher Périgourdin qui avait dit quelque chose de semblable quelques années auparavant. Alors moi, je suis large, j'avais dit 2 siècles et demi, je vous rabats d'un demi-siècle. Mais donc pendant 2 siècles, n'est-ce pas, personne, et surtout, ce qui est quand même le plus important du vivant de Molière, personne n'a même sous-entendu, de façon si lointainement allusive qu'on veuille, que Molière n'était que le prête-nom de Corneille. Ou en tout cas, si ça existe, on oublie de le citer. Voulez-vous me laisser la répondre? Au XVIIe siècle, il n'était absolument pas question, à cause de la triple censure, vous la connaissez aussi bien que moi, non. Celle du pouvoir, celle de l'Église et celle de la Sorbonne, précisément, il n'était pas question qu'un auteur puisse écrire des comédies, des satires, surtout de mœurs, comme l'indique le terme satire, de mœurs. Il n'était pas question, surtout au théâtre, qu'il écrive son nom. Ça s'est toujours fait. Voyez les deux admirateurs. L'admiration de Pierre Corneille, Rotrou et Hardy, quand ils fait toute leur vie, ils ont servi de nègres à des comédiens, dont souvent des comédiens de province, des comédiens errants. Ces deux hommes-là étaient les admirations de Pierre Corneille. Corneille a trouvé tout naturel de faire autant, sinon plus, ou sinon mieux, que ses admirations, voilà tout. Pourquoi voulez-vous qu'à une époque où tous les comédiens sont des prête-noms, on en parle? C'est comme si aujourd'hui quelqu'un, ou dans 50 ans, quelqu'un s'étonnait qu'on ne dise pas que les grands hommes politiques n'écrivent pas leurs discours, ou que ce que nous entendons de tel président n'est pas de sa plume, mais d'un nègre. Bien sûr, c'est une chose entendue, on ne le dit pas parce que c'est entendu de tout le monde. On allait encore moins le dire de Molière, qui était l'amuseur favori du roi. Vous connaissez un bouffon à qui on a reproché quoi que ce soit? On savait tous que les bouffons ne jouaient pas leur rôle. Vous voyez Triboulet, ils ne jouaient pas leur rôle d'auteur, ils jouaient simplement leur rôle de bouffon, c'est-à-dire de comédien. Voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner. Les choses arrivent en leur temps. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une république qui aime bien les transparences. Et certains voyez aussi l'affaire, tout simplement, l'affaire Dumas. Pendant combien de temps on a attendu avant d'en parler? Qu'est-ce que c'est que Dumas n'a pas écrit 90% oui, de ses... Ah ben, vous dites ah oui, parce que... Oui, non, parce que je ne savais pas de qui vous parlez. Alexandre Dumas. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est une chose qu'on admet, mais du temps de Dumas, il a fallu faire des procès pour que le pauvre Maquet, c'est-à-dire l'équivalent de Corneille de Dumas, que Maquet puisse prétendre à certains droits. Voilà pourquoi. Et s'il n'avait pas eu ce courage-là de faire des procès, eh bien l'histoire Alexandre Dumas aujourd'hui ne serait pas connue. Et j'arriverai et je vous dirais, bon, ben, depuis 20 ans, quelqu'un l'a découvert, et vous me direz, c'est bien tard. C'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors effectivement, Maquet a fait des procès, ce que Molière n'a évidemment pas fait. Bien sûr. Mais vous pensez, vous comprenez bien que si, avec tout ce qui est écrit en fait de racontars, de ragots, de clabaudage, etc., sur quelqu'un comme Molière qui avait quantité d'ennemis, et Corneille qui n'en manquait pas non plus. Si vraiment on avait pu établir ou même soupçonner cette collusion entre l'un et l'autre, eh bien, on n'aurait pas manqué de le faire. Précisément, en tant que professeur émérite de la Sorbonne, vous devriez savoir que certains ont parlé de ça. Dès le début, Donneau de Visé a dit, lorsque Molière écrit une pièce, le Parnasse s'assemble. Robinet dit Molière n'est qu'un bassin qui reçoit ses eaux d'ailleurs. Qu'il y a encore Philippe Delacroix a dit comment ça, Molière maintenant veut trancher de l'auteur. Sous-entendu, il ferait mieux de rester ce qu'il est, c'est-à-dire un bon directeur de scène. Et ce n'est pas tout. Voyez le grand ennemi de Corneille, officiel, l'abbé d'Aubignac.
dans sa quatrième dissertation, ce que les moliéristes oublient souvent de dire, dans sa quatrième dissertation, d'Aubignac dit ceci: Corneille s'est vendu à des histrions, il faut connaître le terme, vous le savez aussi bien que moi, histrions ce sont ceux qui jouent des farces. Corneille est maintenant à ce point vendu que son public est celui de la rue Saint-Denis et la rue et du quartier du Marais, qui est exactement le public de Molière. Ensuite, il dit ceci, qui n'est pas rien, mais ça vous ne le trouverez certainement pas dans un grand livre de moliériste, évidemment, ce qu'il dit: vous êtes sans doute, c'est-à-dire avec certitude, puisque vous savez que sans doute à l'époque voulait dire avec certitude, vous êtes sans doute Mascarille, celui qui joue à être ce qu'il n'est pas, qui dit n'importe quoi, n'importe comment. Bon, évidemment, il attaque aussi Corneille, puisqu'il avait un différend qui datait déjà de longtemps. Donc, en fait, dès le début, ça a été dit. Et pensez à Boileau. Vous savez, vous vantez toujours, attendez, juste, vous vantez toujours Boileau qui a dit de Molière qu'il est admirable. Non, quand je dis vous, excusez-moi, je pense au professeur de Sorbonne, donc au Molière. Il y en a qui ne vendent pas, mais bon, ne vous faites pas ces idées simplistes. Mais vous savez très bien qu'on le cite à chaque fois. On cite le texte de Boileau qui dit Molière, toi, fertile esprit. Vous savez bien que fertile esprit et fertile veine, surtout, ne veut pas dire ce que vous croyez qu'il veut dire. Et il est en train de dire exactement la même chose à Scudéry. Monsieur Scudéry, dont on sait très bien qu'il n'a pas écrit les romans qu'on lui attribue, alors que c'est sa sœur. Donc je veux dire, il y a tout un jeu. Pareil, vous dites le fertile esprit, mais vous savez qu'à un certain moment, ou vous ne savez pas, qu'à un certain moment, Boileau, avec Le Verrier, qui était son disciple, ont écrit un petit texte pour commenter les satires de Boileau. Molière, toi, fertile esprit, qui écrit si rapidement, la muse te vient, etc. Pour dire, dans ce cas de figure, Boileau voulait simplement être aimable vis-à-vis de Molière et lui prêter des talents qu'il n'avait pas. Donc voilà un Molière qui finalement est vanté, et dès le début, on sait d'avance qu'il n'a bien évidemment pas les talents qu'on lui prête. Pourquoi on le lui prête? Vous allez me dire. Parce qu'il est tout simplement la mesure numéro 1 du roi et qu'il a droit à toutes les fortunes. Je remarque que les expressions que vous avez citées, vous êtes obligé de les interpréter d'une certaine façon qui n'a strictement rien d'évident. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors si on part avec votre présupposé, on peut toujours l'interpréter comme ça, mais celui qui lit les choses... Vous avez apporté la Pléiade. Celui qui lit les choses... Il vient de paraître, hein. C'est celui qui vient de paraître. Donc, il n'y aura pas ces passages-là. La quatrième dissertation n'est pas dans le Pléiade qui vient de paraître. Je n'en sais rien, j'ai pas mais moi je l'ai lu étonnamment. Ben, c'est bien. Oui, merci. Mais je trouvais que... Oui, mais justement, certaines choses disparaissent petit à petit. Or, nous... Faites-les apparaître. Non, mais je n'ai pas ma thèse de 1000 pages qui avait pour principe de faire apparaître les choses. Je n'ai pas terminé ce que j'avais à dire tout de même. Hein. Donc, je remarque qu'effectivement... D'ailleurs, une de vos expressions est très caractéristique. Vous dites, mais vous savez bien que ces mots-là ne disent pas ce qu'ils ont l'air de dire. Et avec vous, c'est toujours comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a apparemment des textes que le lecteur, même cultivé, etc., interprétera tout naturellement de telle façon, mais vous vous dites, mais non, il y a des tas de sous-entendus. Vous m'avez mal compris. Alors, ce que j'ai dit est en partie vrai, mais dont je parle actuellement, c'est de l'éloge ironique. Vous savez qu'il est toujours double. C'est pas parce qu'on félicite le bouffon d'avoir tous les talents que l'auteur de ce dithyrambe croit sincèrement que c'est la vérité, surtout les lecteurs de ce dithyrambe. Oui, il était du jeu de louer le bouffon du roi, mais on ne demandait pas au lecteur d'y croire. Non, mais oui, j'en reviens à ce que nous disions, avec votre type de raisonnement, eh bien, il n'y a aucune affirmation qu'on ne puisse pas soutenir. Parce que, en face d'un texte, il n'y a guère que deux attitudes possibles. Un texte qui a l'air clair. Alors on est, comme je suis par exemple, le lecteur naïf. Le lecteur qui croit savoir à peu près le français et qui, lisant un texte, l'interprète comme on le lui donne en gros. Mais vous vous dites, ah mais non, hein, dans tel type de je ne sais pas quoi, de raisonnement ou quelque chose comme ça, eh bien, il faut l'interpréter à l'envers. Il faut l'interpréter à contresens. Il faut l'interpréter en sens inverse. Alors... je regrette. Non, vous me surprenez en disant ça. Je ne sais pas si je vous surprends, mais je vais éclairer la chose pour nos auditeurs spectateurs. Voici le début
de la satire que Boileau dédie à Molière. Je vais le lire, tout simplement. « Rare et fameux esprit, dont la fertile veine ignore en écrivant le travail et la peine, pour qui tient Apollon tous ses trésors ouverts, et qui sait à quel coin se marquent les bons vers, dans les combats d'esprit, savant maître d'escrime. Enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime, etc. » Et il le loue de trouver facilement ces rimes. Donc, il qualifie de rares et fameux esprits, les combats d'esprit, tout ça, qui écrit, là laissez-moi tout de même développer un peu, qui écrit, ignore en écrivant le travail et la peine, donc dans sa tâche d'écriture, il ignore le travail et la peine. Je crois, et parfois je laisse les auditeurs, spectateurs, juges, que on interprète ça comme un grand compliment que Boileau fait à Molière en tant qu'écrivain. Il ignore en écrivant le travail et la peine. Et alors vous donnez un résumé que je n'ai pas très bien compris, mais peu importe. Mais ce qui est clair, en revanche, c'est ce que vous appelez le résumé du résumé, le résumé de votre résumé, qui consiste en ces mots. Je t'admire, Molière, je reviendrai sur Molière un peu plus loin, qui, plus malin que moi, n'a jamais éprouvé les affres de la création poétique, puisque tu utilises quelqu'un qui s'en charge à merveille. Donc, d'après vous, Boileau ricanant, ironique ou je ne sais quoi, fin de remercier Molière de lui donner le secret de la facilité, parce que lui a trouvé la facilité suprême qui est de faire écrire ses pièces par un autre. Alors vous comprenez, évidemment, quand on raisonne comme ça, bah oui, tout texte peut avoir n'importe quel sens. Donc le vôtre. Donc le vôtre. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, donc le vôtre. On va reprendre donc le passage. Je vous l'ai dit et je le répète. En 1926, un spécialiste a retrouvé le manuscrit de Boileau commentant Laverrier, lui-même commentant Boileau pour les satires. Et dans ce manuscrit, que vous ne citez pas, mais qui explique et explicite mon raisonnement et mon commentaire, il dit « Boileau veut faire plaisir à Molière et lui prête des talents qu'il n'a pas. » Donc je traduis, s'il n'a pas les talents, c'est quel talent? De comédien? Non, il n'en est pas question, c'est donc d'auteur. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je cite une source que vous oubliez de citer, voilà tout. Mais Leverrier, Boileau, commentaire. Ensuite, Boileau est satiriste, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'un satiriste selon vous? C'est pas celui qui dit le contraire de ce qu'il pense? Non. C'est les trois quarts du temps, c'est quelqu'un qui s'amuse par le biais du style et de l'ironie, et de l'humour, et de l'éloge double, à dire certaines choses pour qu'elles puissent être comprises ainsi par les naïfs, comme vous le supposez être, et comprises différemment par les happy-few. Que là, évidemment, il écrit pour les happy-few. Il a d'ailleurs écrit, honnêtement, que pour les happy-few. Il n'a même pas signé Boileau. Vous savez très bien qu'à la publication de ça, Boileau n'a pas signé cette pièce. Donc si c'était vraiment un éloge extraordinaire, comme veulent le croire les moliéristes, premièrement, Boileau l'aurait signé. Deuxièmement, il aurait été beaucoup plus clair. Ça n'aurait pas été une satire, mais ça aurait pu être une stance, ou ça aurait pu être... Ça manque de clarté, ça? Qu'est-ce qui peut être plus clair que ces vers-là? Dernière chose que je vous ai dite, mais vous ne m'avez pas écouté, c'est que juste après ce que ne font pas les moliéristes, ils ne citent pas juste après, Boileau fait exactement le même éloge à Scudéry, pour des romans avec la même fertile veine, pour des romans dont on sait aujourd'hui qu'il ne les a pas écrits. Donc s'il est capable d'admirer quelqu'un qui n'écrit pas des romans, il peut très bien admirer quelqu'un qui n'écrit pas des pièces de théâtre. Alors si je comprends bien, il félicite le romancier Scudéry de bien trouver ses rimes. Non. C'est quand même curieux. De pendre un roman chaque 2 mois. Oui, mais alors... Sachant bien qu'il n'avait pas cette veine, hélas. Et nous le savons tous aujourd'hui. Il est admis que ce n'est pas Scudéry qui écrivait ses romans. Aujourd'hui, on ne veut pas admettre que Molière écrive ses pièces. Pour une bonne raison, c'est que Scudéry n'est rien. Molière, c'est le parangon de l'esprit français. Voilà tout. Mais peu importe que Molière soit le parangon de l'esprit français, encore faudrait-il avoir des arguments pour prouver le contraire. J'espère là vous les avoir donnés pour ces Vous ne les avez évidemment pas donnés. Encore une fois, je répète, avec cette tournure d'esprit, vous expliquerez tout et n'importe quoi. Et évidemment, on ne pourra jamais vous opposer un argument déterminant, puisque vous direz, mais non, ce qui semble écrit a un sens différent. Peut-être parce que je suis écrivain et que je sais très bien que lorsqu'on écrit,
on ne dit pas toujours exactement ce que l'on pense, surtout lorsqu'on est un satiriste, surtout lorsqu'on s'adresse à un milieu huppé, mondain, qui joue avec les mots. Et évidemment, s'attaquant au bouffon du roi, il ne pouvait pas décemment dire la vérité à Molière, qui était un peu, le départ, un peu son ami. Il le dira d'ailleurs plus tard dans d'autres vers. Tu as mélangé un petit peu tout, Terence à Tabarin. Bon, il faudrait savoir qui est exactement Terence. Vous savez quel est le premier à avoir été appelé le Terence de son siècle? Ce n'est pas du tout Molière, c'est Corneille. Normal, il avait écrit des très bonnes comédies. Donc je veux dire, si on sait... Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et vous savez qui on appelait Apollon, là? Vous savez, Apollon, vous venez de le citer. C'est Corneille qui était appelé Apollon. Entre autres, oui, mais toutes ces Apollon, choses vous savez, font que petit à petit l'image d'Apollon, dieu de la poésie, qui tient ses trésors ouverts pour un poète, il n'y a pas besoin d'avoir recours à je ne sais quel cas particulier où ce serait Corneille qui aurait été appelé Apollon. C'est tout à fait son indice. Comment? Des indices comme ça, vous comprenez, ils sont ténus, infinitésimaux, ces indices-là. Sinon, où serait le débat? Comment? Si c'était une évidence, évidemment, le débat n'aurait pas lieu. Vous l'auriez admis. Mais aujourd'hui, le problème se pose, c'est que ce sont des faisceaux d'indices. Bien sûr, ce sont des faisceaux d'indices. D'ailleurs, vous avez les mêmes faisceaux d'indices qui prouvent que Molière est l'auteur des pièces de théâtre. Quelle preuve avez-vous? La signature d'édition? Vous savez bien que ça n'est pas un. Vous dites, ce sont des faisceaux d'indices. Effectivement, c'est un de vos procédés. Je ne le prends pas dans un sens particulièrement fâcheux. Mais c'est tout à fait une de vos manières de raisonner. C'est-à-dire que vous alignez, d'une part, des affirmations gratuites. Oui, bon, c'est facile de dire ça. Mais si vous voulez que je le prouve, je vais le prouver. Je vais le prouver. C'est très simple. Il aurait fallu le prouver. J'ai beaucoup de notes. Il faudrait d'abord que Moliériste essaye de le prouver dans un livre, mettons noir sur blanc. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, avoir la responsabilité de ce que je dis. Oui, mais et s'il vous plaît, ne me prêtez pas les noms d'arguments des autres. J'en étais à une de vos façons de procéder. C'est-à-dire que vous alignez des affirmations dont beaucoup sont purement gratuites, ou alors des déductions, laissez-moi parler s'il vous plaît, ou alors des déductions qui n'ont vraiment pas lieu d'être, qui n'ont aucune logique. Bien. Mais vous dites, bon, voilà, bon, hein. Et après vous passez là-dessus, en le tenant pour acquis, et puis une autre fois, et puis une autre fois, et puis une autre fois. Et alors, vous arrivez comme ça, effectivement, à obtenir ce que vous appelez un faisceau d'indices. Mais chacun de ces indices ne vaut rien. Hein, c'est-à-dire que, en somme, votre raisonnement, c'est un peu de dire, si on fait 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça va bien faire quand même un petit chouïa en bout du compte. Eh bien non, 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est pas la peine, je crois, de me prendre pour un imbécile. Je vous prends pour un imbécile? Eh bien oui, là, vous êtes en train de dire que je ne dis que des idioties. Je n'ai pas dit ne que. Voilà encore une façon de procéder. Je n'ai pas dit ne que. Je n'ai pas dit ne que. Il reste quelque chose de positif quand même? Dans ce que vous avez écrit? Oui. Non. Pas grand-chose. Non, j'imagine. Non. Mais vous savez, il restera toujours autant de choses positives dans le jugement que je porte sur vous qu'il n'y en a sur les Sorbonnards dans le jugement que vous portez sur eux. Alors, écoutez, ne soyez pas trop facilement offusqués. Et surtout gratuit. Je ne dis pas que tel ou tel fait soit faux, encore on pourrait voir ça, mais ce sont des affirmations gratuites. Par exemple, je prends, dans toutes mes références, en tant que Sorbonnard, je ne travaille pas dans le génie, j'ai des notes. Donc, voyons la date et les circonstances du choix de ce pseudonyme. Le premier acte qui officialise le nom Molière date du 28 juin 1644, quand la troupe engage le danseur, etc. Poquelin, paraphe le premier, il prend donc la tête de la troupe. Or, qu'est-il arrivé d'important dans la vie du comédien peu avant l'engagement de Mallet, pour que tous acceptent sa nouvelle autorité? Le seul événement d'envergure est le séjour prolongé à Rouen durant le printemps et l'été 1643. Et après, vous dites, durant ces visites et rencontres, supposées, entre Molière et Corneille, dont nous ne savons rien, durant ces visites et rencontres, dont nous ne savons rien, des décisions ont pu être prises. Parmi elles, le choix d'un nom de théâtre est envisageable.
Poquelin n'a que 22 ans, son apprentissage n'est pas achevé. Offert par Corneille, ce pseudonyme donne un sens précis et fort à sa vocation. Et ensuite, en donnant à Poquelin son pseudonyme, Corneille, qui souhaite, etc., et voilà. Et voilà une manière typique dont vous raisonnez. C'est-à-dire, il a pu se produire telle chose. On peut imaginer que dans des conversations, il se soit dit telle ou telle chose. Donc, je prends pour acquis que ces choses se sont dites. Voilà. Et vous faites des rapprochements. Le fait que Corneille et Molière se soient trouvés dans la même ville pardon, au même moment, vous établissez des rapports de cause à effet qui ne sont rien d'autre que des rapports de coïncidence. Y a-t-il quelque chose de faux à part l'hypothèse que j'ai soumise? C'est juste une hypothèse. Je vous ai parlé de gratuité. Et s'il vous plaît, ayez la bonté... Vous êtes en train de dire que je suis le seul au monde, semble-t-il, à utiliser les hypothèses comme démonstration, enfin comme partie de démonstration. Oui, comme tant de moliéristes, j'ai fait quelques hypothèses. Sur le nom de Molière, je suis bien d'accord, ce n'est qu'une hypothèse. C'est une des rares choses sur lesquelles on en est tous réduits au minimum, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il porte ce nom. Mais après, vous le tenez pour acquis. Non, je vous explique pourquoi. Parce que les moliéristes ne l'expliquent jamais. Nous avons eu la chance de remarquer à un certain moment que moliérer veut dire légitimer, qu'en Normandie, il était habituel que les seigneurs légitiment certaines terres, ou surtout qu'un roi légitime une femme qui voulait prendre mari, mais qui ne pouvait pas pour diverses raisons en avoir un, dont légitimer les bâtards. Donc on moliérait beaucoup. Je remarque que Molière, avant de rencontrer, enfin Jean-Baptiste Poquelin, avant de rencontrer Corneille, s'appelle Poquelin, juste après le séjour de Rouen, il s'appelle Molière. Je me dis d'autant plus que Corneille a quand même une connaissance, non pas de M. Poquelin, mais de Madeleine Béjart. Ils ont tous les deux l'habitude d'aller chez le duc de Guise. C'est le protecteur de la famille de Madeleine Béjart et c'est le protecteur de Corneille. Donc il connaît bien Madeleine Béjart, qui est la directrice de troupe. Il rencontre un jeune homme de 22 ans qui veut être un grand comédien, qui va me montrer toute sa vie qu'il est quand même un grand comédien des pièces de Corneille, dont je trouve normal qu'un homme comme Corneille, qui a l'habitude d'aider les gens, puisse dire à un certain moment, comme ça se faisait, je te donne ton nom de comédien, il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est qu'une hypothèse. Il n'y a même pas l'ombre d'un indice pour que vous disiez cela. Si moliérer veut dire légitimer. Et même, en quoi est-ce que c'est une preuve? Justement, d'ailleurs, je vous réponds. D'ailleurs, que va faire la troupe? Elle va jouer les pièces de Corneille. Dès qu'elle montera à Paris, elle va même jouer les pièces de Corneille. Mais en quoi est-ce que ça prouve qu'un jour Corneille a dit à Molière écoute, je te donne, ou je vous donne, pour qu'on les appelait, le nom de Molière? Je suis d'accord avec vous, une hypothèse ne prouve rien. Vous me parlez d'une hypothèse. Je suis d'accord avec vous, ce n'est qu'une hypothèse. C'est une gratuité. C'est quelque chose de. C'est pas une hypothèse, c'est une affirmation. D'abord, ne le présentez pas comme une hypothèse, mais c'est une affirmation. Non, c'est une affirmation gratuite. Des conversations ont pu se suivre, dont nous ne savons rien, etc. Je ne fais que supposer, vu quelques éléments du contexte. C'est tout. Vous dites, offert par Corneille, ce pseudonyme donne un sens précis. Oui. Ensuite, en donnant à Poquelin son pseudonyme, Corneille, etc. Là, en quelque sorte, légitime. Mais à propos de ce pseudonyme, oui. Alors là, je ne sais pas, mais vous avez une fixation là-dessus qui me semble vraiment curieuse. Vous dites, alors je ne sais pas pourquoi tout le long, vous tenez à faire remarquer que Molière, dans tel et tel cas, ne porte pas d'accent. Pour l'importance que ça a au XVIIe dans les textes, d'avoir un accent ou pas, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ici, j'en viens à ce que vous dites. Il y a une raison tout de même, mais bon. Mais j'en viens à ce que vous dites. Alors, au XVIIe siècle, si Molière, Alexandre Valéreux, s'écrivait M-O-L-I-E-R-E, donc sans accent, il se prononçait Moulière, l'O équivalent alors à l'U italien ou espagnol. Donc s'il y avait eu un accent, il se serait prononcé différemment de ça. Pourquoi est-ce que... Vous savez, mon livre ne s'appuie que sur des moliéristes. Et ma thèse notamment, je vous ai dit, de près de 800 ouvrages de moliéristes. Je ne fais que reprendre ce que de grands moliéristes ont dit, seulement ils le disaient d'une façon en filigrane, puisqu'ils ne tenaient pas à démontrer quoi que ce soit, alors que moi, évidemment, je m'aperçois que ça rentre dans une thèse plus complexe, et ça y rentre bien. Voilà pourquoi je le développe. Oui, mais dans un grand moliériste qui se nommait Livet, a dit qu'effectivement, Molière devait se prononcer au XVIIe siècle à la façon italienne-espagnole, c'est-à-dire plutôt Mouliere,
que Molière, comme nous faisons. Et que cette façon-là, en plus, allait bien avec le rôle qu'il jouait au théâtre actuellement, c'est-à-dire celui d'homme plutôt efféminé, plutôt cocu, plutôt mené par le bout du nez, plutôt que l'homme viril. Donc je pensais que tout simplement, Poquelin étant cohérent avec lui-même, s'était choisi un pseudonyme de théâtre qui puisse aller avec le genre de rôle et de personnalité. Mais alors si vraiment la présence ou l'absence d'un accent grave, le féminisme ou le virilisme, vous comprenez. Écoutez, alors pourquoi l'article 1er du Collège de pataphysique, tout est dans tout et réciproquement. Ça revient à ça. Et alors, vous voulez mettre la pataphysique. Ben oui. Et alors, juste après, vous avez un argument qui est amusant. A-t-on fait le choix de Molière avec accent grave pour que personne ne fasse le rapport avec le latin M-U-L-I-E-R qui signifie femme? Donc, si je comprends bien, avec le latin Moulière. Bien sûr. Pas de chance, cher monsieur. À cette époque-là, ça se prononçait Mulière. Oui, je sais bien. Mais c'est pas Moulière. Mais oui, mais vous savez bien, mais vous dites le contraire. Non, mais c'est amusant. Le patois, le français de l'époque, que ce soit Moulière, Mulière, etc., donne une connotation féminine et grivoise au nom. Mais bien sûr que oui, d'ailleurs, il joue le rôle de quoi? De féminin. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ce que j'ai dit. Il est évident que pour vous, bien sûr, Moulière, ça prononce Moulière. Mais il est évident que ça se prononce Moulière, alors que vous savez... le latin se prononce bien comme... Jusqu'en 1950 à peu près, avant l'introduction de ce qu'on appelle la prononciation restituée dans l'enseignement, supérieur d'ailleurs pour commencer, on prononçait Molière. Oui, mais donc ça ne s'oppose pas à ça fait tomber. Ce que j'essaie de démontrer, parce c'est que là, Moulier et Mulier a la même racine et correspond pour Jean-Baptiste Poquelin à un personnage efféminé. Voilà tout ce que je dis. Oui, et d'ailleurs, les rôles qu'il a joués durant toute sa carrière le montrent bien. Sganarelle est un personnage efféminé. Et hop. Sganarelle veut dire quoi? Celui qui prend les choses, celui qui prend la décision. Mais c'est pas pour autant que ça éclaire le pseudonyme de Molière, enfin voyons. Non, ça éclaire la personnalité de Poquelin. Ah oui, mais alors d'après la personnalité, et d'ailleurs supposée par les autres, et après vous dites, ce n'est pas seulement cet aspect féminin du nom Molière qui gêna les premiers turiféraires du comédien. Vous voyez, ce n'est pas ce... Et donc... Il est évident qu'on voulait un visage viril. Oui, non, mais s'il vous plaît. Donc, ce que signifie votre phrase, c'est que les premiers turiféraires du comédien ont été gênés. Par d'autres choses aussi, mais par ça aussi. Oui. Vous n'avez pas l'ombre d'un indice. Je peux dire qu'à peu près toutes vos affirmations, ce sont de pures affirmations gratuites. D'accord, mais là vous faites de la politique, vous faites plus de l'histoire. Moi je vous cite Sainte-Beuve, tout simplement. Sainte-Beuve voulait d'un Molière très viril, et on en a fait d'ailleurs. Oui, mais voilà pourquoi, quand je parle des premiers Moliéristes qui ne voulaient pas d'un Mouliéré, mais plutôt d'un Molière avec accent grave, je pensais notamment à Sainte-Beuve et tant d'autres. Vous savez très bien que tous les premiers Moliéristes, Louis Molin et autres, Laroume et autres, voulaient d'un Molière qui soit évidemment très viril à tous les stades. Ils avaient pensé à ces choses-là, mais vous les prenez pour des idiots. C'était pas des idiots, mais c'était des esprits à peu près droits qui pensaient les choses comme elles étaient. Donc l'aspect féminin de Molière, sous-entendu Moulière, est un aspect anecdotique, nous sommes bien d'accord, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons affaire à un homme qui s'est voulu comédien durant toute sa vie, qui plus est farceur, durant toute la période de 15 ans provinciale, qui arrive à Paris, qui se fait reconnaître immédiatement du roi, qui dès les années 1660, obtient des paiements de la caisse royale, et qui va donc, durant toute sa carrière, c'est-à-dire 14 ans parisienne, jouer le rôle d'amuseur favori du roi. Cet homme-là va occuper l'emploi donc de bouffon, même si le terme, évidemment, au temps de Louis XIV ne se disait pas vraiment, roi qu'encore, les contemporains l'ont appelé le bouffon du roi, le premier fou du roi, ce n'est quand même pas rien, ce sont des gens qui connaissent quand même leur passé, surtout que c'était proche pour eux, et donc le rôle de bouffon, vous savez encore que les seigneurs avaient tous un bouffon, donc le rôle de bouffon était prégnant. À cela ajouter qu'il était comédien, donc, qui jouait les plus longs rôles de ses pièces, qu'il était directeur de théâtre, du théâtre qui jouait le plus de pièces, qui rapportait surtout le plus d'argent, et qu'il était aussi metteur en jeu, metteur en scène si vous préférez. Tous plus courtisan du roi, puisqu'il était encore astreint au régime du valet de chambre, c'est-à-dire donc 3 mois
par an devant être à l'aube dans la chambre du roi. Cet homme-là s'occupe de tout ça, et vous voulez qu'en plus il ait le temps, l'état d'esprit, la culture nécessaire pour écrire parfois comme du Corneille, ou alors pour plagier des dizaines et des dizaines d'auteurs, puisque Jean-Claude Bourquet écrit un ouvrage de 500 pages, Les sources de Molière, où il y a donc 500 pages de sources différentes. Vous voulez qu'il ait le temps de se consacrer à être un auteur, au même titre que finalement que Racine ou Corneille, alors même que à cette époque-là, chaque corporation avait ses avantages, ses privilèges, et Molière, en tant qu'amuseur, farceur, directeur de troupe, en avait déjà assez à faire. En plus, avons-nous un texte de Molière, avons-nous un écrit, la moindre preuve qui montre qu'il est un intellectuel, enfin un auteur, au sens moderne de ce terme? Non, même pas une correspondance, même pas une dédicace, même pas une annotation, même pas surtout une correspondance éditée par un tiers à une époque où la correspondance était essentielle. Nous en avons de tout le monde, mais pas de lui. Et cet homme-là, dont on veut qu'il ait tout lu, tout retenu, tout appris, vraiment un génie absolu, on veut en plus que cet homme-là, et tout ça, alors que sa bibliothèque elle-même présente, comme par hasard, des caractéristiques qui montrent que Molière n'était vraiment pas un lecteur. Il avait une toute petite bibliothèque de 200 et quelques ouvrages qui coûtait 60 fois moins cher que sa vaisselle. Donc, ce sont évidemment des indices faisant partie d'un faisceau d'indices. Je suis d'accord, il n'y a aucune preuve. Mais on n'a pas non plus, surtout pas, la preuve que Molière est bien le Molière des moliéristes. Voilà pourquoi j'ai écrit depuis une thèse de 1000 pages qui ne s'appuie que sur le Molière des moliéristes, qui relève toutes les contradictions qui se sont étalées depuis la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, et qui, à l'intérieur de ces contradictions, essaie de faire quelque chose de cohérent. Et il se trouve que la thèse de Pierre-Louise, comme quoi Molière était le bouffon du roi et surtout le prête-nom de Corneille, répond effectivement à toutes les caractéristiques. Alors vous citez toujours ce petit livre qui date de 2004, ma thèse date de l'année dernière, elle est donc beaucoup plus conséquente, j'ai travaillé 8 heures par jour depuis plus de 10 ans, évidemment, il est facile des fois de s'arrêter sur un détail. Je pourrais répondre comme Molière, le temps monsieur ne fait rien à l'affaire. Bien sûr, c'est pour ça que vous avez pris la précaution de prendre l'ouvrage. Très bien, mais je ne sais pas si vous avez vraiment montré mes erreurs, vous avez simplement pris une hypothèse de moi. C'est surtout, la gratuité de vos affirmations. C'est surtout la gratuité de vos affirmations, soit comme simples affirmations, soit comme déductions que vous en faites. Je n'appuie jamais mes démonstrations, mes hypothèses sur l'aval, à moins d'avoir deux moliéristes de mon côté. Évidemment, ce sont souvent des défunts, qui sont parfois anciens, mais quand même ils ont compté à leur époque. On ne voit pas pourquoi le fait d'être de 1930 ou 1950 leur enlèverait la moindre lucidité. Bien sûr, ce ne sont que les arguments. Voilà ce que je voulais dire. Ce ne sont que les arguments. Donc, je suis gratuit à vos yeux, mais peut-être pas objectivement. Ce sont les arguments qui comptent et non pas du tout les auteurs de ces arguments. Et dans le fait qu'on n'ait que pas grand-chose de Molière, on a eu quelques billets même, et puis, qui plus est, il faisait même des fautes d'orthographe. Oui. Alors c'est amusant. Là aussi, pas de chance. Comme faute d'orthographe, ce qui est cité, on dit, mais il écrivait bourse, B-O-U-R-C-E, au lieu de B-O-U-R-S-E. Bah, vous voyez, il suffit d'aller voir un dictionnaire qui fait une certaine autorité, bien sûr, enfin qui est un peu dans toutes les bibliothèques, je pense, maintenant, c'est le dictionnaire de Littré. Eh bien, quand vous prenez le dictionnaire de Littré, quand vous allez jusqu'à la fin de l'article bourse, et que vous voyez les citations qui sont données par Littré, eh bien plusieurs sont écrites B-E-R-C-E. Donc, bien vous sûr, savez déjà l'orthographe en elle-même. Archaïsme. Non. Si, il précise archaïsme. C'est ce qui a fait dire à Pierre-Louise ça. Cela dit, c'est l'idée de Pierre-Louise, pas de la mienne. Je ne fais que citer Pierre-Louise. Pourquoi ce n'est pas la mienne? Parce que je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas linguiste. Ça n'aurait aucune importance. En plus, elle n'est pas reconnue comme un texte de. D'une part, ça n'aurait aucune importance, et d'autre part, on pouvait écrire B-E-R-C-E, c'est comme ça. Oui, c'est un aspect, ça c'est un épiphénomène. Oui, c'est tout à fait un épiphénomène. Il y a avant, je suppose que vous voudrez qu'on en vienne à la question de l'absence de documents. Oui, entre autres, je vous laisse. Oui, moi aussi, je voulais. Mais il y a quand même une question que je voudrais aborder, que vous abordez aussi là-dedans d'ailleurs, c'est celle de Psyché. Oui. Alors, vous, je rappelle la situation, et cette situation est exposée, je vais en lire quelques lignes simplement, dans l'avis qui est censé être du libraire au lecteur. Et il dit à propos de Psyché, donc c'est imprimé, hein, cet ouvrage n'est pas tout d'une main, Monsieur Quinault, etc. Bon, Monsieur de Molière, il a droit à un 2 pour la circonstance, c'est bien. Monsieur... Pour la circonstance, il prenait toujours
la particule, à la différence de Corneille, qui lui y avait droit, mais ne la prenait pas. Lui, c'est Corneille, en effet. Monsieur de Molière a dressé le plan de la pièce et réglé la disposition, hein, oui, où il s'est plus attaché aux beautés et à la pompe du spectacle qu'à l'extrême régularité. Quant à la versification, ce qui est en fait tout le style, hein, la versification c'est très large. Quant à la versification, il n'a pas eu le loisir de la faire entière. Le carnaval approchait, et les ordres pressants du roi, qui se voulait donner ce magnifique divertissement plusieurs fois avant le carême, l'ont mis dans la nécessité de souffrir un peu de secours. Ainsi, il n'y a que le prologue, le premier acte, la première scène 1, dont les vers soient de lui. Monsieur Corneille a employé une quinzaine au reste, et par ce moyen, Sa Majesté s'est trouvée servie dans le temps qu'elle l'avait ordonné. Alors, vous sentez bien un peu que le bas blesse, et vous donnez l'argument d'ailleurs, hein, et cet argument, c'est le suivant. Si c'était une chose tellement mystérieuse que Molière et Corneille collaborent, qu'ils aient des relations, etc., pourquoi l'aurait-on dit si ouvertement et avec une précision parfaite? Au vers près, nous savons d'après au lecteur ce qui est dit de Molière, ce qui est dit de Corneille. Alors vous, le seul argument que vous donniez pour ce que vous présentez comme une exception, qui n'en est pas une, le seul argument, c'est que comme il y avait aussi Quinault dans l'affaire, et puis Lully dans l'affaire, et ils étaient donc... Ils étaient fâchés. Oui, peu importe. C'est les Moliéristes qui le disent. Oui, mais peu importe. Je ne fais que reprendre, j'apporte très peu. Mais ça n'a aucune importance. C'est pas la question. Mais non. Vous dites, dans ce cas-là, il était obligé de donner la répartition de ce qui revenait à chacun. Pour la première fois, il a été obligé effectivement de dévoiler une partie de Lully, tout simplement. Mais il n'était plus du tout obligé. Il n'était pas du tout obligé de révéler ce fameux pacte secret que vous dites. Ce n'est pas un pacte secret. Je dis justement qu'il ne faut pas employer l'expression. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je tiens bien à le dire, ce n'est pas un pacte secret. C'est un tort de dire aujourd'hui un pacte secret. C'est simplement une collaboration comme tout il y a toujours eu. Vous savez très bien que La Fontaine était travaillé aussi avec un comédien, que Thomas Corneille avait été aussi le nègre. Ce n'est pas de ça. Ne reprenons pas ce débat-là. Oui, mais c'est le seul vrai. Je vous dis que même s'il voulait rendre à Quinault ce qui était à Quinault, par exemple, il n'était pas du tout obligé de donner surtout cette précision extrême quant à la répartition entre Molière et Corneille. D'autre part, il y a plusieurs, alors là, peut-être qu'on entre dans un domaine qui va paraître un peu subjectif, mais j'ai de bonnes raisons de penser qu'il n'en est pas tant que cela. Hein, c'est-à-dire sur l'éventuelle unité, homogénéité, dans la totalité de Psyché, c'est-à-dire du premier vers au dernier vers, c'est-à-dire ce qui est attribué à Molière, ce qui est attribué à Corneille. Eh bien, il se trouve que j'ai fait un séminaire là-dessus, et je peux vous assurer que, très objectivement, les caractéristiques formelles de la partie attribuée à Molière ne sont pas les mêmes que les caractéristiques formelles de la partie attribuée à Corneille. Et pourtant, ils auraient... Parce que chacun a son style. Chacun a son style. Molière a écrit avec son style, et Corneille a écrit autre chose. C'est faux. Le séminaire que vous venez de faire est un séminaire récent. Je comprends très bien que vous ne voyez rien. Cela dit, moi je m'étais basé sur l'ouvrage de 1940 dont le nom de l'auteur m'échappe, qu'il disait qu'il y avait des grosses différences. D'autant que, je vous pose la question en inversant le problème. Imaginez un seul instant qu'on n'ait jamais eu cette précision de l'avertissement de Psyché. Vous n'auriez jamais pensé un instant que la pièce de Psyché puisse ne pas avoir été écrite aux trois quarts par Molière. Tout est là, c'est une question d'état d'esprit. Vous le voyez, non, vous me laissez passer puisque j'ai mon temps de retard. Vous voyez les choses d'une façon simple. Molière a tous les talents, on ne voit pas pourquoi Corneille... Non. Enfin, au moins il a le talent d'avoir fait 6 métiers à la fois, ce qui est déjà pas mal. Corneille, le pauvre, il s'est consacré qu'à la littérature et a essayé d'avoir un style cornélien. Il a peiné. Molière, lui, ne peine pas. C'est ça qui est bien avec les moliéristes. Ce qu'ils aiment en Molière, c'est qu'il ne peine jamais. Oui. Sauf qu'il en est mort, mais enfin, c'est un détail. Oui, mais peut-être pas d'écriture quand même. Donc, de travail. De travail, sans doute, ou de maladie, ça c'est à voir. Ou d'autres choses encore, qui sait. Donc, je termine avec Psyché.
Vous dites qu'il n'y a pas de différence entre les deux styles. C'est faux. Au contraire, je dis qu'il y a. Oui, pardon, excusez-moi, vous dites oui, c'est ça. Vous dites qu'il y a des différences et moi je vous dis c'est faux, puisqu'en fait, lorsqu'on fait des analyses stylistiques et intertextuelles, on s'aperçoit que c'est exactement pareil. En plus, je vais vous faire remarquer une petite chose. Ça, c'est moi et je n'ai pas eu besoin de m'appuyer sur un moliériste, ce que je fais rarement par principe de déontologie. Il est quand même curieux de constater que la première scène de l'acte 2, qui est censée être encore de Molière, parle de la mort d'un enfant en faisant état de sentiments déchirants depuis que cet enfant est mort. Or, comme par hasard, c'est Corneille qui a perdu un enfant de 15 ans, qui devait d'ailleurs devenir un grand poète d'après ses proches. C'est Corneille qui a Dans quelle partie de la pièce? Première scène de l'acte 2 qui est censée encore être de Molière. De Molière. La petite tricherie veut que ce soit brusquement après que Corneille ait écrit tout. Ce n'est pas dit du tout ça. Aussi bien Corneille a absolument tout écrit, donc je vous parle de cette scène 1 de l'acte 2. Molière fait appel à des sentiments terribles pour un enfant mort. Or, Molière a perdu un enfant, effectivement, un bébé d'1 mois. Et c'est quand même curieux de voir que cette plainte déchirante qui est basée sur des sentiments que l'on peut comprendre, c'est Corneille qui l'a vécu, comme par hasard, et non pas Molière. Encore un indice parmi des centaines et des centaines. Sinon, je termine encore. Vous savez, Molière était un carcassier, un langage technique qui viendra un peu plus tard. C'est-à-dire, il faisait des canevas, il faisait des structures dans lesquelles, évidemment, on pouvait mettre les textes qu'on voulait. Soit des plagiats, soit des démarques, soit carrément la collaboration de plusieurs. Mais, bien sûr, vous voyez avec le malade imaginaire, il fait d'abord avec quelqu'un la structure même de la pièce. On ne dit pas qu'il écrit. Il fait la structure avec le chevalier d'Arvieux. Comme tous. Et il n'arrête pas. Il est carcassier. Non, Corneille n'est pas carcassier. Corneille est un auteur. Racine l'était aussi. Bien sûr, on commence par être carcassier, mais on finit, si tout se passe bien, par être un grand poète. Molière, on a toujours les preuves qu'il est carcassier, mais on n'a jamais les preuves qu'il est écrit. Et ça, cette petite nuance-là, ça va encore, vous allez me dire, c'est encore, je pinaille, mais c'est en pinaillant qu'on voit les choses, parce que si alors vous simplifiez, vous prenez la vie d'un homme aussi infect que Al Capone, sous prétexte qu'on ne l'a jamais vu un revolver à main, le pauvre Elliot Ness, dont je joue le rôle, n'a aucune valeur, il n'a que des hypothèses. Il accuse effectivement d'être un grand gangster. Mais non, vous savez bien qu'il allait voir la messe chaque dimanche. Et bien c'est ainsi que Al Capone reste un brave monsieur, et c'est ainsi, selon moi, que Molière reste le parangon de l'esprit français, dont la Sorbonne, après lui avoir bien craché dessus, s'est refait une santé avec la nouvelle Sorbonne, 1880 si je m'abuse, où là, Molière a maintenant toutes les vertus. Et moi, je n'écris que des aberrations, quand je dis moi, tous ceux qui travaillent dans le même sens que moi, on est quand même plusieurs, heureusement, nous écrivons que des aberrations. Je trouve que c'est un peu léger et à nouveau, ça ne fera pas avancer le problème. Il reste que Molière a 25 caractéristiques du bouffon du roi et que les bouffons du roi n'écrivaient pas, et que Corneille a une vingtaine de caractéristiques qui font de lui un collaborateur idéal. Il a commencé par être le nègre de la troupe, d'être le fournisseur de la troupe Mondori, il a été le collaborateur anonyme de Richelieu. Toute sa vie, il a cessé de faire ça, la preuve de Psyché. Heureusement que l'avertissement nous le dit, sinon jamais vous me l'auriez dit. Et en fin de vie, son frère Thomas a continué ce que Corneille avait fait, c'est-à-dire à être le fournisseur attitré de la troupe qui était maintenant désormais dirigée par Armande. Donc il y a une continuité du début de la vie de Corneille jusqu'à la fin. On n'a pas parlé malheureusement de Corneille, une fois de plus, c'est le tort de ce débat, c'est que c'est Corneille le grand absent, et comme par hasard, les absents ont toujours tort, Molière est là, il a toujours raison. J'en conclus. C'est ce que vous dites est quand même tout à fait remarquable. Déjà, ce que vous avez dit sur cette espèce de métier de carcassier, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de preuves du fait que Molière ait fait le plan des autres. Là, pourquoi est-ce qu'il a fait le plan de Psyché? Mais tout simplement parce qu'il avait été chargé d'écrire la pièce et de faire le spectacle. Et alors, au XVIIe, on procédait couramment comme ça, semble-t-il. Bien sûr, mais encore aujourd'hui, on peut le faire. Oui, mais on n'a fait que ça. On a ce mot de Racine, je ne sais pas s'il est tout à fait authentique, mais c'est dans les vers Bene trovato. Il dit, ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. Là, voilà, exactement, il n'a plus qu'à appeler Corneille. Non, je n'ai plus qu'à l'écrire. C'est-à-dire que c'était normal de faire le plan avant. Oui, mais on ne parle pas de ça, je vous dis simplement que c'était son métier. C'est pour ça d'ailleurs, après vous dites, on l'attribue à Molière, mais c'est essentiellement pour ça. Molière était celui qui avait fait le plan. Et ça suffisait à l'époque pour et donc il était présumé avoir un rôle essentiel dans le fait d'être auteur. Je vais faire le rôle de mon propre accusateur, en somme, c'est-à-dire que je vais exprimer une objection qui semble de taille et qui est l'absence de papier
de Molière. Alors, il y a, ça c'est une, ça n'a rien, en fait ça n'a pas à voir, sauf si vous allez jusqu'où vous allez, et ce que je vais dire, hein, mais en soi-même, ça n'a pas à voir avec le fait qu'il soit, que ce soit Corneille l'auteur de ces pièces. C'est effectivement une obscurité biographique, bah oui, mais Une de plus. oui, mais il y en a pas mal. Oui, bien sûr. il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a que ça. C'est une. Faites l'affaire Corneille et Molière versus Racine, vous verrez que vous n'irez pas bien loin. Mais si Sauf on pour les plaideurs, où si effectivement il a travaillé en équipe. On le sait de plus si en on plus. imagine effectivement ce qui aurait pu se passer ici, on pourrait aller extrêmement loin. Mais donc, quand vous dites il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas d'annotation, des choses comme ça, mais il n'y en a jamais. Mais je sais, mais vous n'allez pas me l'apprendre. Tout le monde Mais le sait. oui, mais Ça. alors pourquoi Mais je le- parle de pourquoi correspondance, le- moi, d'annotation, Oui, mais pourquoi- de dédicace, ne serait-ce ça. Mais- Pourquoi au ciel, mais mais vous- personne n'a jamais dédié une œuvre à M. Mais Molière, vous- s'il était si grand auteur que vous dites. Mais, Jamais personne de son vivant, jamais. mais- Et oui, mais là aussi, n'a ça contribue aucune au importance, personnage. ça Il n'a- n'est pas celui que vous dites. Vous le voyez beau, paré de beaucoup de vertus. Mais À l'époque, je me il fiche n'était des pas vertus. tout ça. C'est ce qui Mais oui, m'intéresse. être auteur ce chez sont- vous, c'est une vertu. Ce qui On est m'intéresse, bien ce sont. Eh oui, mais sinon, on n'en parlerait c'est un fait. C'est Vous un l'aimez fait, pour c'est être tout. auteur, vous ne Comment l'aimez pas pour être comédien, Non, Molière. bah, Parce que vous l'avez jamais vu bon, jouer. Oui, bah, si, c'est. Donc vous l'aimez pour quelque Si chose c'est- qui n'est pas forcément. Oui, C'est ce que que l'affaire vous Corneille dites qu'il Molière est- essaie de vous dire. c'est tout. C'est ce que vous dites qui n'est pas. Hein, mais, D'accord, si vous voulez. Mais En fait, c'est tous tout. vos papiers Mais vous citez. ne vous ont pas donné un seul exemple efficace contre Mais votre qu'est-ce thèse. qu'il vous Regardez, vous les avez étalés sur la page, Oui, oui. sur la table, et vous n'avez pas cité une fois, sauf un petit passage de M. Boileau que je vous ai expliqué, sans Je qu'il y ait vais un citer tort d'autres aussi. texte. Mais Non. pour en revenir à cette chose-là, vous-même vous dites, et vous l'énumérez avec une ligne chaque fois. Il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas d'annotation, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Dédicace, Mais de lettres, qu'en de général correspondance. il n'y avait pas. Mais même Mais des. ne dites pas en général, quand on étudie, voyez, Mais par exemple, que Corneille, on a des lettres de Corneille, on a même Bien un sûr. petit mot dans un de ses secrétaires. On peut l'avoir. Il y a encore quelque chose Mais d'écrit, vous savez- il y a des dédicaces, on a dédié des Mais œuvres il y a- à Corneille. C'est normal, il est auteur, on laisse toujours une preuve de soi. Mais il y a par exemple quelqu'un dont nous avons peu de lettres. Et le nom va certainement surprendre, c'est Madame de Sévigné. Oui, bien Pourquoi sûr. Parce que Mais sa, pour le reste, sa mais la petite question fille, ne se pose pas sa avec elle. petite fille a brûlé Bien sûr. les Ça ne se lettres pose pas avec elle, la question. Ben, pourquoi ça ne je veux se dire, poserait pas si- Je veux dire par là qu'au XVIIe siècle, on conservait Bien sûr, beaucoup moins de bien choses sûr. que par la suite. Nous Et on savons ça. s'en est véritablement. Ben, je ne dis pas que vous ne le savez pas. Je dis les choses comme elles sont, c'est tout. Vous le sachiez ou non. Oui, mais ça n'empêche En pas effet. que vous ne répondez pas pourquoi lui, il accumule tellement d'étrangetés, d'anomalies dans sa Il carrière. n'accumule pas du tout. Alors là, c'est, disons, un peu particulier, hein, Oui. mais sans plus. Sans plus. Entre autres, oui, bien sûr. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, pourquoi il accumule tant de choses, mais ce sont des énigmes que vous suscitez vous-même, ce sont des mystères que vous baptisez tels, alors il peut y avoir quelques obscurités biographiques, bien entendu, mais sans tout ça ne va pas plus loin. D'accord. Amen. La messe est dite.